Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, c'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre la parole du haut de cette tribune pour faire entendre la voix de mon pays, la République démocratique du Congo, sur les principales questions qui préoccupent au plus haut point la communauté internationale actuellement. Monsieur le Président, je voudrais néanmoins, avant toute chose, vous féliciter pour votre élection à la présidence de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Je suis convaincu que vous donnerez le meilleur de vous-même pour la réussite de cette session et vous garantis tout le soutien de mon pays. Monsieur le Président, les défis majeurs auxquels l'humanité fait face actuellement sont les suivants. La sécurité et la paix pour tous, la maîtrise des changements climatiques, la relance de l'économie mondiale après la Covid-19, la lutte contre la pauvreté et la promotion du bien-être collectif. Ces principaux défis sont complexes et intimement enchevêtrés. Conscient de cette réalité, je salue le choix judicieux et la pertinence du thème central de ces assises, à savoir un tournant décisif des solutions transformatrices face à des défis intriqués. À l'évidence, le relèvement de ces défis exige plus de concertation, plus de coopération et plus de solidarité entre les États et les nations. Le maintien de la paix et la sécurité internationale constituent le fondement et l'objectif primordial de la création de l'Organisation des Nations unies. Ni l'indifférence, ni l'immobilisme, ni l'attentisme de sa part ne sont par conséquent admissibles face à toute menace contre la paix et la sécurité internationale. À ce jour, la question de la sécurité et de la paix internationale se cristallise autour de la lutte contre le terrorisme ainsi que l'extinction des foyers de tension en Europe et en Afrique. En effet, le terrorisme n'a épargné aucun continent. Après l'Asie, l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord, il se métastase en Afrique, où il a allumé le feu à plusieurs endroits et notre continent en paye un lourd tribut. Au Sahel, à l'Est, à l'Ouest, au centre et au sud de ce continent, les terroristes tuent par des expéditions barbares des populations innocentes et déstabilisent des États au nom de l'intégrisme religieux. Certes, des progrès remarquables ont été accomplis au Moyen-Orient dans la lutte contre ce fléau qui a battu de l'aile. Cependant, ce fléau est loin de s'essouffler et encore moins d'être éradiqué de notre planète. C'est pourquoi la République démocratique du Congo, une des victimes africaines de ce terrorisme, est membre de la coalition globale contre l'État islamique, interpelle les Nations unies et les exhorte à s'impliquer activement dans la mise en œuvre des recommandations de cette coalition et de celles du processus d'Aqaba. Les réactions, les déclarations d'intention et les proclamations de foi sans action collective vigoureuse sur le terrain ne suffiront jamais à éradiquer le terrorisme. Au cœur de l'Europe, la guerre entre la Russie et l'Ukraine
est une plaie béante dont le saignement atteint même l'Afrique lointaine et perturbe le commerce international à cause des dégâts collatéraux importants, notamment en matière d'approvisionnement en produits céréaliers et énergétiques d'origine ukrainienne et russe, nécessaires à l'alimentation des populations ainsi qu'au fonctionnement des économies des pays importateurs. Il est impératif que les Nations unies interviennent avec diligence et plus de fermeté pour éteindre ce brasier, et ce, dans le respect absolu des règles du droit international. La République démocratique du Congo souscrit à la position de l'Union africaine et appelle toutes les parties au conflit à suivre la voie du dialogue et du droit préconisée par l'Afrique, qui a par ailleurs l'expérience de gestion des crises sécuritaires provoquées par des groupes armés dans certains de ses États. À ce sujet, les Nations unies savent que mon pays, la République démocratique du Congo, est victime d'une crise sécuritaire aiguë qui dure depuis plus de 20 ans à l'est de son territoire national. Tout observateur honnête et de bonne foi reconnaît que cette crise est causée principalement par les convoitises que suscitent ces fabuleuses richesses naturelles et les ambitions de puissance de certains de ses voisins. Le peuple congolais reconnaît l'implication des Nations unies, de l'Union africaine, des communautés régionales africaines, de l'Union européenne et des partenaires extérieurs bilatéraux de la République démocratique du Congo pour juguler cette crise récurrente. Il leur en est reconnaissant et s'incline devant le sacrifice de vaillants soldats de la paix qui ont perdu leur vie au front de la défense des idéaux de paix et de justice. Cependant, en dépit des efforts internes inlassables, de la présence militaire massive de l'ONU au Congo et de son soutien diplomatique pendant 23 ans, le mal sécuritaire continue à ronger mon pays. Afin d'éradiquer définitivement l'insécurité, restaurer une paix durable et assurer la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs accords ont été signés avec les groupes armés et même avec les pays voisins, sous la garantie de la communauté internationale. Des mécanismes nationaux et internationaux ont été créés. Toutes ces perspectives de règlement définitif du conflit n'ont duré que l'espace de quelques mois. Vite, l'architecture s'est fissurée et l'édifice s'est écroulé. Et on recommence toujours avec les mêmes tragédies. Depuis mon élection à la tête de la République démocratique du Congo, je n'ai eu de cesse de me battre chaque jour pour la paix et la sécurité dans les provinces congolaises de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. M'inscrivant dans une philosophie de réconciliation avec nos voisins, je n'ai ménagé aucun effort pour rassurer les chefs d'État des pays limitrophes et restaurer la confiance entre nous, notamment par la concertation permanente sur des questions d'intérêt commun, la conclusion d'accords de coopération sécuritaire et de partenariat économique et la réalisation de projets de développement pour nos populations respectives. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo
par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif, tant en matériel de guerre qu'en hommes de troupes. Et comme pour défier la communauté internationale, le M23, avec le soutien de l'armée rwandaise, a même abattu un hélicoptère de la MONUSCO et tué 8 casques bleus, commettant ainsi un crime de guerre. Je dénonce, en ce lieu emblématique de la vie internationale, avec la dernière énergie, cette énième agression dont mon pays est victime de la part de son voisin, le Rwanda, sous couvert d'un groupe terroriste dénommé le M23. Monsieur le Président, l'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables, dès lors que plus d'une fois, aussi bien les groupes d'experts dûment mandatés par l'ONU et le mécanisme conjoint de vérification élargie de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL, que des organisations non gouvernementales humanitaires et des droits de l'homme crédibles les ont établis dans des rapports documentés et objectifs à la limite du scientifique. Au demeurant, pour éclairer la communauté des nations et mettre fin aux sempiternelles dénégations des autorités rwandaises, le gouvernement congolais réitère sa demande au président du Conseil de sécurité de distribuer officiellement aux membres du Conseil le dernier rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et de le faire examiner avec diligence par lui afin d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent sur le plan du droit, de la paix et de la sécurité internationale. Il y va de l'image et de la crédibilité de notre organisation. Procéder autrement serait, d'une part, encourager le Rwanda à poursuivre son agression, ses crimes de guerre et ses crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo, et d'autre part, nourrir davantage la suspicion légitime des Congolais sur l'impartialité de l'ONU, ainsi que la complicité de certains de ses membres dans ces crimes. C'est pour mettre fin à cette suspicion et dissiper l'ambiguïté de certaines positions du Conseil de sécurité sur la crise sécuritaire à l'est de la RDC, ambiguïté qui excède la population congolaise et exacerbe la tension entre elle et la mission de l'ONU pour la stabilisation du Congo, la MONUSCO, que le gouvernement de mon pays a demandé la réévaluation du plan de retrait progressif et responsable de cette mission. Cette démarche d'ajustement est exigée par le constat unanime, même au niveau le plus élevé de notre organisation, des faiblesses regrettables de la MONUSCO, ce qui affecte certainement l'efficacité et la légitimité de l'action de l'ONU en République démocratique du Congo. La réévaluation du plan de retrait de la MONUSCO ne peut par conséquent nullement remettre en cause les relations entre mon pays et notre organisation. Quoi qu'il en soit, je réaffirme haut et fort à cette tribune de la plus haute instance internationale de gestion des affaires du monde, la détermination du peuple congolais et de ses dirigeants de défendre toujours, jusqu'au sacrifice suprême, l'intégrité territoriale, l'indépendance et la souveraineté de leur pays, dans le respect, bien sûr, du droit international et des engagements pris au sein des organisations internationales dont il est membre. C'est ici le lieu pour moi de préciser que l'État congolais et la société civile ne permettront jamais à quiconque
de tenir le discours de la haine tribale, ethnique et raciale ou xénophobe dans notre pays. La Constitution de la République et les lois congolaises interdisent un tel discours et le sanctionnent sévèrement. Nul ne peut donc prétexter de ce discours imaginaire pour justifier des aventures criminelles au Congo, diviser les Congolais et fragiliser l'unité nationale à laquelle tous mes compatriotes tiennent. La République démocratique du Congo n'est pas et ne sera jamais génocidaire. De même, je soutiens que la prétendue collaboration que certains officiels congolais entretiendraient avec les opposants rwandais des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, dont se servent les dirigeants rwandais pour justifier les agressions répétées de la RDC, est un alibi qui n'est corroboré par aucun fait avéré sur le terrain. En effet, les FDLR ont été décapités et réduites à néant par les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, en étroite collaboration avec l'armée rwandaise dans le cadre des opérations conjointes menées il y a quelques années. La République démocratique du Congo a en outre rapatrié plusieurs éléments des FDLR et leurs familles. Dès lors, les Congolais se demandent de quel FDLR parle-t-on? Quel est le mètre carré du territoire rwandais occupé par ces fantomatiques FDLR? À quel lieu précis du sol rwandais a-t-on jamais vu un jour un soldat congolais? Quoi qu'il en soit, la République démocratique du Congo reste disponible pour toute action répressive contre tout groupe armé qui tenterait de troubler la paix et la sécurité dans un pays voisin et dans la région des Grands Lacs. Monsieur le Président, le peuple congolais demande aux Nations unies, à l'Union africaine, aux communautés régionales africaines et aux partenaires de la République démocratique du Congo de ne plus se fier aux dénégations éhontées des autorités rwandaises et de contribuer plutôt au rétablissement de la sécurité, à la construction d'une paix durable et à la création de conditions nécessaires à une coopération fructueuse dans la région des Grands Lacs et pour le bien de tous. À cet effet, il est nécessaire de voir ceci. 1. Rendre effectif le retrait immédiat du M23 des localités occupées, le retour des déplacés congolais de ces localités à leur domicile et la cessation sans condition du soutien de l'armée rwandaise à ce groupe terroriste, selon l'esprit et la lettre de la feuille de route de Luanda, convenue entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ainsi que des déclarations successives du Conseil de sécurité de l'ONU, du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, de la Communauté d'Afrique de l'Est, la CAE, et de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe, la SADC. 2. Multiplier les pressions sur le Rwanda et le M23, dont les dirigeants sont du reste sous sanction de l'ONU, et montrer plus de fermeté à leur égard pour qu'ils respectent les positions prises par les organisations internationales précitées. 3. Appuyer la poursuite du processus de paix de Nairobi, les discussions de Luanda entre la République démocratique du Congo et le Rwanda et le déploiement de la force régionale de l'Afrique de l'Est, dont le statut et les règles d'engagement viennent d'être signés le 8 septembre dernier à Kinshasa, successivement par le gouvernement congolais et le secrétariat général de la CAE, d'une part, et d'autre part, par les FARDC et le commandement de cette force régionale. 4. Encourager le président honoraire du Kenya, le président Uhuru Kenyatta, et le président de l'Angola, de la République d'Angola, João Lourenço, médiateur de la CAE et de l'Union africaine,
dans la crise sécuritaire en République démocratique du Congo à poursuivre leurs bons offices. 5. Lever tout obstacle à la restructuration par la République démocratique du Congo de ses forces armées et de défense, à la montée en puissance de celles-ci pour mieux remplir ses missions régaliennes, notamment par la levée pure et simple de toutes les mesures restrictives de l'acquisition d'équipements militaires, quelle qu'en soit la forme édictée par le Conseil de sécurité de l'ONU. La réalisation des actions préconisées ci-dessus garantira sans doute le peuple congolais de la certitude d'un règlement de la crise et facilitera un dialogue constructif entre toutes les parties concernées quant à ce. Monsieur le Président, nous, peuple congolais, sommes décidés cette fois-ci à mettre définitivement fin à l'insécurité à l'est de notre pays, quoi qu'il en coûte. L'heure a sonné de casser à jamais le cycle infernal de la violence à l'est de la République démocratique du Congo pour stabiliser la région des Grands Lacs afin de tirer le plus grand bénéfice de ses potentialités économiques ainsi que de sa riche biodiversité pour sauver l'humanité face au changement climatique. La gestion de ces changements pose deux problèmes fondamentaux, à savoir la mise en œuvre d'instruments juridiques et financiers issus de négociations internationales, en particulier dans le cadre des différentes conférences des parties à l'accord des Nations Unies sur le climat, la COP, et la transition énergétique. Il est temps, d'une part, de mettre fin à l'exécution sélective des engagements souscrits par les pollueurs et d'autre part, de compenser au nom de la justice climatique les efforts fournis par les pays moins pollueurs, dont ceux de l'Afrique, pour préserver l'environnement dans l'intérêt de toute notre planète. Quant à la transition énergétique, l'Afrique regorge suffisamment de sources d'énergie renouvelables et de matières premières susceptibles de contribuer à la mobilisation des alternatives crédibles à la double crise énergétique et écologique. De ce point de vue, il est important de relever que la République démocratique du Congo compte parmi les principaux producteurs de minerais stratégiques essentiels à la transition énergétique et à la décarbonisation le cobalt, le lithium, le nickel ainsi que le manganèse. Mon pays s'est fixé comme objectif de produire proprement les 10 minerais à cette fin. C'est dans cette perspective que la République de Zambie et la République démocratique du Congo ont signé le 29 avril de cette année un accord relatif à la mise en place d'une chaîne de valeur dans le secteur de batteries électriques et des énergies propres. Il va sans dire, au vu de l'importance des investissements que requiert la réalisation d'un tel projet, que l'implication des partenaires est particulièrement indispensable, notamment en termes d'apport en capitaux et en technologies adaptées. En outre, afin de soutenir le programme de transformation verte des économies sur le continent africain et de rencontrer la demande d'énergie croissante dans le monde, mon pays a pris l'option de valoriser son immense potentiel en matière d'énergie renouvelable, dont l'hydroélectricité, le solaire, la géothermie et l'exploitation de ces gisements gaziers. De ce fait, la République démocratique du Congo se présente comme un atout à la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine à travers la mise en œuvre du projet Grand Inga, lequel pourrait également s'avérer bénéfique pour une partie de l'Europe et du Moyen-Orient. C'est dans cette perspective qu'elle est heureuse d'abriter les travaux préparatoires de la 27e conférence des parties sur le climat, la pré-COP 27,
qui se tiendront à Kinshasa le mois prochain. Monsieur le Président, je saisis cette opportunité pour apporter de la lumière sur le volet environnemental de l'appel d'offres lancé le 28 juillet dernier par mon pays pour l'exploration de ces 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers, appel qui semble faire inutilement polémique sur la place publique internationale. À ce sujet, il convient de rappeler qu'aucun instrument juridique international pertinent ratifié par la République démocratique du Congo ne lui interdit d'exploiter ses ressources naturelles pour cause de protection de l'environnement ou par crainte de l'aggravation du réchauffement de la planète. Ensuite, l'accord de Paris de 2015 reconnaît aux pays en voie de développement le droit d'émettre le CO2 pour le développement, mais en prenant des précautions pour le climat mondial à travers leur contribution déterminée à l'échelle nationale, la CDN. Ainsi, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est fixé comme objectif d'exploiter, dans le respect des normes environnementales, les ressources naturelles du pays et de les transformer localement pour leur donner de la valeur ajoutée et booster l'économie nationale, notamment par la création des richesses liquides et des emplois afin d'améliorer les conditions de vie des populations congolaises. Des stratégies et mesures adéquates ont été adoptées et prises pour éviter des impacts négatifs sur l'environnement. Elle prévoit, à l'instar d'autres pays d'Afrique et d'Europe qui ont relevé ce défi, l'exercice de contrôles gouvernementaux efficaces. Il est question pour la République démocratique du Congo d'atteindre ses objectifs économiques et sociaux en préservant ses forêts et en continuant de demeurer le pays solution pour la lutte contre le réchauffement climatique. Mon pays reste ouvert à la coopération avec tout partenaire disposé à l'aider à l'atteindre ses objectifs. Sur le plan économique, le pari à gagner est celui de donner les chances de redressement aux économies des pays affaiblis par les effets collatéraux des changements climatiques et du coronavirus, afin de promouvoir une croissance économique mondiale équilibrée et de stopper l'aggravation de la pauvreté dans les pays en développement. Nous ne pouvons pas relever ce défi sans des efforts internes de bonne gouvernance au niveau national, ni investissement productif des richesses, ni transfert réel des ressources financières suffisantes à ceux qui en ont besoin. C'est pourquoi la République démocratique du Congo plaide pour la concrétisation de la proposition de cession par les pays riches d'un pourcentage de leurs droits de tirage spéciaux, les DTS, au Fonds monétaire international, aux pays les moins nantis, faite par la conférence de Paris sur la relance des économies post-Covid-19 du mois de mai 2021 et appuyée par un engagement ferme du sommet du G20 d'octobre de la même année à Rome. En tout cas, toute facilité d'accès aux ressources additionnelles en faveur des pays éprouvés par les changements climatiques et la Covid-19 sera la bienvenue. De même, l'allègement du fardeau de la dette des pays à faible revenu devra demeurer une préoccupation permanente qu'il convient d'intégrer dans une approche globale de solidarité internationale. Pour sa part, en dépit de la conjoncture économique mondiale difficile par suite des effets pervers de la pandémie de Covid-19, la République démocratique du Congo a enregistré des progrès remarquables en termes de croissance économique. Le rythme de création de richesses s'est accéléré en 2021 grâce particulièrement au dynamisme du secteur minier dont la croissance de la production est passée de 1% en 2019 à 10,1% en 2021 par suite de la bonne tenue des cours du cuivre
et du cobalt sur le marché international. Le taux d'inflation et celui de change du franc congolais sont restés relativement stables. Aussi, le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a-t-il conclu favorablement la deuxième revue du programme soutenu par la Facilité élargie de crédit. Le Fonds monétaire international a exprimé son satisfecit sur les politiques macroéconomiques prudentes adoptées par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous poursuivrons inlassablement ces politiques et l'effort d'amélioration du climat des affaires en cours pour promouvoir les investissements privés et les activités économiques en général. Monsieur le Président, la solidarité et la justice dans les relations entre les nations ont toujours été des facteurs de paix et de sécurité mutuelle car elles rapprochent les hommes et créent des liens d'interdépendance entre eux. À cet effet, la lutte contre la pauvreté et la promotion du bien-être collectif sont des digues puissantes contre les conflits sociaux et les tensions entre les peuples. C'est pourquoi la République démocratique du Congo se félicite de l'action collective menée par la communauté internationale contre la Covid-19 et salue l'initiative des États-Unis d'Amérique, New Feed the Future, pour financer l'agriculture afin de combattre la faim et l'insécurité alimentaire en Afrique par suite de la crise russo-ukrainienne et dont la République démocratique du Congo, mon pays, est parmi les pays africains bénéficiaires, pour ne citer que ces cas les plus actuels. Mon pays appelle à de telles actions et initiatives et non seulement contribue à résoudre les problèmes de survie au quotidien et à créer des emplois accessibles au plus grand nombre, mais aussi distribue des revenus et du pouvoir d'achat à la base. En revanche, au nom de la solidarité et de la justice internationale, nous nous posons des questions sur le maintien des sanctions contre le peuple du Zimbabwe, des sanctions qui, de plus, datent de l'époque du défunt président Robert Mugabe. Pourquoi notre organisation est-elle si silencieuse et si indifférente à cette injustice, à la limite du crime, contre un peuple innocent? En ma qualité de président en exercice de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe, la SADC, je lance un appel pressant aux Nations unies de mettre tout en œuvre pour obtenir la levée immédiate des sanctions contre la République du Zimbabwe et son peuple. Monsieur le Président, dans ce monde multipolaire, aucun pays, aussi puissant et riche soit-il, ne peut prétendre affronter seul les défis que je viens d'exposer ci-dessus et encore moins les relever dans l'intérêt de tous. L'importance des enjeux, la complexité des problèmes à résoudre et l'ampleur de la tâche exigent une approche multilatérale équitable qui intègre les intérêts d'un chacun et mutualise les énergies de tous dans le respect réciproque. C'est pourquoi la République démocratique du Congo continue à penser qu'il est indispensable de mieux structurer le multilatéralisme et de l'enrichir dans l'égalité de traitement et de toutes les parties prenantes afin de créer des espaces de dialogue et de coopération dont nous avons besoin pour assurer la paix et la sécurité internationale. C'est cela, l'Organisation des Nations Unies que nous voulons. Pour ce faire, il nous faut accorder le bénéfice de l'urgence à la réforme de l'ONU qui semble actuellement marquer le pas. Dans ce cadre, je me fais le devoir d'insister sur la nécessité de satisfaire la revendication légitime et juste de l'Afrique d'être représentée au sein du Conseil de sécurité de l'ONU
par 2 sièges supplémentaires dans la catégorie des membres non permanents et par 2 autres dans celle des membres permanents, avec les mêmes droits, y compris celui de veto, les mêmes privilèges et obligations que ceux des membres permanents actuels. C'est une question de justice à rendre à un continent, mieux à un pan entier de l'humanité dont le rôle ne cesse de s'accroître chaque jour davantage dans la conduite des affaires internationales. Nous, Africains, y tenons fermement. Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, pour terminer, permettez-moi de dire un mot sur la parité homme-femme. À ce propos, il y a lieu d'insister sur la nécessité de poursuivre les efforts en cours, tant au niveau international qu'à celui des États, pour créer des espaces d'égalité du genre et des opportunités de liberté et d'action pour la femme. Pour ce faire, l'implication des hommes dans les politiques de promotion du genre s'avère nécessaire parce que, d'une part, l'homme partage la vie avec la femme et, d'autre part, depuis des temps immémoriaux, pour des raisons diverses, l'homme s'est forgé une prééminence sur la femme qui lui confère une influence déterminante sur le destin de cette dernière. Nous devons mettre un terme à cette situation de fait. C'est pourquoi, lors de mon mandat à la tête de l'Union africaine, j'ai initié une rencontre des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation continentale sous le thème de Conférence des hommes sur la masculinité positive. De ce rendez-vous historique tenu à Kinshasa en 2021, il est sorti une déclaration de l'Union africaine contenant l'engagement des hommes, notamment celui des chefs d'État et de gouvernement, de mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles et apporter des réponses appropriées à cette problématique. Cette déclaration constitue une véritable charte de l'Union africaine pour la femme que je m'attelle à matérialiser en ma qualité de champion de l'Union africaine pour la masculinité positive. C'est dans ce cadre que j'ai entrepris de promouvoir davantage la Congolaise qui occupe aujourd'hui de plus en plus l'avant-plan de la gestion des affaires publiques au sein des institutions politiques, judiciaires et administratives de mon pays. Cette politique volontariste devra permettre dans l'avenir un changement radical, non seulement de perception de la femme et de son rôle dans la société, mais aussi dans la prise en charge par la femme elle-même de son destin. En effet, la parité n'est pas un cadeau fait à la femme, mais une responsabilité qu'elle doit assumer. Je souhaite plein succès aux travaux de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale. Je vous remercie. En nombre de la Asamblea, deseo agradecer al presidente de la República Democrática del Congo la declaración de formular y pido a protocolo que acompañe a su excelencia. La Asamblea escuchará un discurso del excelentísimo señor Faustin Archange Touadéra, jefe de Estado de la República Centroafricana. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia. En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a Naciones Unidas al excelentísimo señor Faustin Archange Touadéra, jefe de Estado de la República Centroafricana, y de invitarlo a dirigirse a la Asamblea. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués chefs de délégation, Mesdames et Messieurs.
en prenant la parole au nom de la République centrafricaine à la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, je tiens d'abord à féliciter M. Saba Korossi pour sa brillante élection à la présidence de notre session. Votre parfaite connaissance de la scène internationale ainsi que vos grandes qualités personnelles sont un atout et un gage du succès de nos travaux et constituent indiscutablement un motif de fierté pour la Hongrie, votre beau pays. Je voudrais également saluer l'excellente qualité du travail abattu et les résultats obtenus par M. Abdullah Shahid au cours de la 76e session. Je réitère ma gratitude à l'endroit de M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, pour son engagement soutenu en faveur de la paix et de la sécurité internationale et les appuis constants des Nations unies en faveur de mon pays. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage à Sa Majesté Élisabeth II, reine du Royaume-Uni et du Commonwealth, véritable icône de la paix, qui a su, durant ces 7 décennies de son règne, entretenir d'excellentes relations d'amitié et de coopération entre le Royaume-Uni et les pays du Commonwealth et l'Afrique, et particulièrement avec la République centrafricaine. Monsieur le Président, la 77e session de notre Assemblée, convoquée autour du thème principal « Une nouvelle ère des solutions porteuses de changement pour relever les défis interdépendants », nous offre l'occasion solennelle de nourrir la réflexion sur des défis partagés qui constituent des motifs sérieux d'inquiétude pour l'avenir de l'humanité. Plus que jamais, la question de la sécurité, de la paix, de l'environnement, de la santé entre dans une phase qui nous est critique. Cependant, les signaux d'alerte sont méprisés au profit des intérêts économiques, géopolitiques et géostratégiques. Monsieur le Président, le rôle des Nations unies n'est-il pas de transformer le monde, de le rendre plus juste et plus sûr, et de garantir la dignité de chacun de nous, quel que soit le contexte mondial? En effet, les nombreux foyers de tension et de crise dans le monde interpellent notre conscience collective et nous renseignent par ailleurs que notre organisation est le produit d'une ère révolue. C'est pourquoi la République centrafricaine réitère son soutien à la position commune de l'Union africaine qui appelle à la réforme profonde de l'ONU et à l'élargissement des sièges des membres du Conseil de sécurité pour une participation plus juste et plus représentative de tous les continents. Monsieur le Président, la protection de l'environnement, c'est-à-dire de notre cadre de vie, est l'un des défis interdépendants que nous devons absolument relever. Il est temps que les plus grands pollueurs honorent leurs engagements, notamment la mise en œuvre de l'accord de Paris et de la solidarité internationale pour la justice climatique à l'égard des populations les plus vulnérables. Monsieur le Président, le Covid-19 nous a enseigné que la sécurité sanitaire mondiale est un impératif pour toutes les nations sans exclusive. Mon pays se réjouit du changement de paradigme qui s'opère dans le secteur de la santé et de l'élan de solidarité sans précédent qui l'accompagne, notamment l'accès aux vaccins contre la poliomyélite, le Covid-19 et bientôt le vaccin contre le paludisme. C'est donc avec fierté que mon pays a accédé au statut de pays libre de la poliomyélite
et vacciner 50% de la cible nationale contre le Covid-19. Je salue et encourage l'initiative de santé et de préparation aux urgences mise en œuvre par l'Organisation mondiale de la santé. La République centrafricaine est fière d'en être l'instigatrice et le premier pays pilote avec des retombées tangibles sur l'amélioration de sa capacité à gérer des épidémies. Monsieur le Président, la République centrafricaine a vu son élan vers le développement ralenti ces dernières années par de graves crises sécuritaires et sanitaires exacerbées par le déficit persistant d'appui financier de la part de la communauté internationale, entraînant notamment la perturbation des productions agricoles, forestières et minières. Dans sa situation d'État fragile, confronté à l'insécurité alimentaire et à un déficit criard de ressources matérielles et humaines, la République centrafricaine continue de consentir d'énormes sacrifices afin d'améliorer sa gestion macroéconomique et sa gouvernance fiscale. Ainsi, avec l'appui des partenaires, mon pays a su mettre en place des réformes ambitieuses permettant de renforcer la mobilisation des recettes et l'optimisation des dépenses publiques. Mon pays attend le rétablissement du programme de facilité élargie de crédit suspendu par le Fonds monétaire international afin de soutenir l'amélioration des ressources domestiques pour faire face à l'absence des appuis budgétaires des partenaires techniques et financiers et la digitalisation des menus recettes. Des pistes de solutions restent à explorer à travers des mécanismes régionaux et internationaux, dans un esprit d'interdépendance afin de relever les défis du développement des infrastructures physiques, transport, énergie, eau, éducation, santé, par la mise en œuvre des programmes adaptés et la mobilisation de financement à travers le partenariat public-privé. Des défis de l'accès au marché des capitaux pour le financement des projets de développement dans le cadre du partenariat État-secteur privé. De développement et de la coordination des politiques commerciales et des relations économiques avec les autres régions. Des défis de l'appui au système éducatif par la formation des formateurs et la création des centres de formation professionnelle. De développement d'une économie résiliente capable de résister aux chocs internes et externes à travers la diversification de l'économie et l'appropriation des nouvelles technologies. Des défis de développement des mécanismes de financement innovants destinés à la fois à l'agriculture et au climat afin d'améliorer l'accès au capital financier nécessaire pour développer le secteur agro-pastoral. Défis de promotion des solutions et approches intelligentes face au changement climatique et adaptées au contexte national. Monsieur le Président, la République centrafricaine est le premier pays d'Afrique à adopter le Bitcoin comme monnaie de référence paiement numérique et le premier au monde à adopter à l'unanimité le projet de loi régissant les crypto-monnaies. Cette initiative ambitieuse et innovante présente un potentiel énorme pour repositionner l'économie, améliorer les perspectives, s'ouvrir à de nouveaux horizons et à des solutions qui vont au-delà du conventionnel. Il est établi, Monsieur le Président, que la République centrafricaine contribue à la recherche des solutions porteuses de changement pour relever les défis interdépendants avec plus d'engagement et de conviction. À cet égard, plusieurs réformes et initiatives courageuses ont été entreprises avec l'appui des partenaires internationaux en vue de renforcer l'état de droit et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Par ailleurs,
les mesures courageuses prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre l'impunité, la mise en œuvre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation du 6 février 2019 et de la feuille de route conjointe de Luanda, ainsi que les recommandations du dialogue républicain, ont favorisé la décrispation du climat sociopolitique national. Fidèle à ses engagements internationaux, la République centrafricaine a aboli la peine de mort le 1er juin 2022 et adopté le 31 août de la même année une loi relative à la lutte contre la traite des personnes ainsi qu'un code de la protection de l'enfant. Monsieur le Président, c'est avec un intérêt particulier que j'ai noté la condamnation ferme par le Conseil de sécurité dans sa dernière résolution 2648-2022 du 29 juillet 2022 des attaques perpétrées contre les paisibles populations civiles par les groupes armés. Je note également avec satisfaction la position du Conseil à l'encontre des réseaux transnationaux de trafiquants qui continuent d'approvisionner les groupes armés en armes de tout calibre, en me félicitant des avancées significatives qui ont permis de lever substantiellement l'embargo sur les armes imposées à nos forces de défense et de sécurité. Je tiens à transmettre la gratitude du peuple centrafricain à tous les pays amis et frères qui soutiennent fermement notre demande de levée totale de l'embargo. Je déplore cependant les manœuvres tendant à légitimer les groupes armés et à maintenir insidieusement l'embargo, à qui profite le crime. Monsieur le Président, la République centrafricaine a beaucoup souffert des erreurs d'appréciation et des désinformations qui ont malheureusement trop duré. La jeunesse centrafricaine constitue une réserve d'élite qui n'attendent que la paix et la sécurité pour développer leur pays. Je tiens à dénoncer les campagnes de désinformation et de manipulation tendant à décrédibiliser puis à déstabiliser par la force les institutions démocratiques de la République centrafricaine. Ces campagnes menées par certains médias internationaux sur fond de néocolonialisme aux contours flous et menaçants, dont le succès tient moins à leur véracité qu'à des ficelles rhétoriques éprouvées, sont uniquement motivées par la préservation des intérêts géostratégiques et géopolitiques de certains États, loin des intérêts vitaux du peuple centrafricain. La République centrafricaine réclame de ses partenaires un rapport de confiance et de respect mutuel. Elle est toujours disposée à coopérer avec tous les pays du monde pourvu que ses intérêts vitaux et sa souveraineté soient respectés. Je souhaite donc plein succès à nos travaux. Vive la solidarité internationale. Je vous remercie. En nombre de la Asamblea, deseo agradecer al jefe de Estado de la República Centroafricana la declaración que acaba de formular y pido a protocolo que acompañe a su excelencia. La Asamblea escuchará un discurso del presidente de mi país, el excelentísimo señor Nayib Armando Bukele, presidente de la República de El Salvador. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia. En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a Naciones Unidas al excelentísimo señor Nayib Armando Bukele, presidente de la República de El Salvador, y de invitarlo a dirigirse a